Donc, nous sommes rendus à la table ronde sur les cohortes de producteurs qui ont été organisées dans le cadre du PAD, du Plan d'agriculture durable, sur les pâturages intensifs à l'été 2022. Donc, nous avons déjà sur scène nos 6 panélistes et notre animateur pour la table ronde. Donc, je leur laisse la parole. Oui, c'est déjà allumé. Bonjour, je m'appelle Roch Martel, je suis agronome, conseiller au Club agro-environnemental de l'Estrie, également membre du groupe Bovu Expert. J'ai emmené mes lunettes, comme M. Jacob, pour ne pas les chercher, je les ai mis sur le coin de la table. Comme vous savez, le titre de la conférence est la table ronde sur les cohortes de pâturage du plan d'agriculture durable. Puis moi aussi, c'est une première. Je n'ai pas l'habitude d'être à l'avant et de faire des présentations. Là. Puis ça tombe bien, ça va être le rôle d'animateur. Puis ceux qui vont parler le plus, c'est les gens de la cohorte. Ouais. Celui-là? À droite, non. Ici? À droite, ouais. OK. Ah, Des fois, il faut se laisser le temps. Ouais, c'est ça. Mais après ça. Donc, ce matin, dans le mot d'ouverture, on a fait mention un peu du plan d'agriculture durable, du MAPAC. Donc, les cohortes, c'est un peu un des moyens qui a été mis en place là, dans le cadre du plan d'agriculture durable du MAPAC. Puis, donc, dans le cadre là, des changements climatiques et du développement durable. Ça, je ne reviendrai pas là-dessus. Je vais rentrer tout de suite au niveau des objectifs. Puis, au départ aussi, juste, j'ai oublié, là, mais il va y avoir une partie où que les cohortes vont se présenter, les gestionnaires et les producteurs. Donc, une partie de présentation. Puis, par la suite, il va y avoir des questions pour que les gestionnaires et les producteurs partagent avec vous leur expérience au niveau des cohortes. Donc, l'objectif des cohortes, dans le fond, c'est de favoriser un peu le transfert et l'échange d'informations entre les entreprises dans l'implantation des pratiques agro-environnementales. Également, ça stimule le réseautage, le co-développement, puis aussi, ça permet aux entreprises d'obtenir des gains puis de se développer. Puis, pourquoi aussi, c'est des groupes de travail aussi, c'est des petites cellules qu'on peut développer sur un point ou plusieurs thèmes en particulier en fonction des besoins là, des entreprises, là, toujours dans le développement durable en agriculture. Puis tout ça pour amener les entreprises agricoles à s'engager dans la mise en place des pratiques agro-environnementales, toujours en lien avec le plan d'action là, du PAD, puis favoriser le développement durable. Bon, sans plus tarder, je vais laisser la place aux cohortes. Il y avait 3 cohortes. Je pense que c'est plus large que l'Estrie. Il y a la cohorte aussi du groupe conseil agro Bois-Franc. Tantôt, là, nous, on est habitué de dire CIARC, mais il faut dire CIARC. Puis, le CETAB qui est avec nous aussi. Donc, Marie-Pierre, tu viens de parler. Je vais laisser la place à... Ça me va. Ça te va? Oui, je vais prendre Ça reposer, ça va. C'est ça. Fait que à Sonia, du CETAB. Dans l'ordre? Dans l'ordre des présentations. Oh, on s'adapte, on n'a pas eu de pratique. Fait que donc, c'est le CRC qui commence. OK. À toi la parole, Marie-Pierre. Dans le fond, présenter le gestionnaire et aussi le producteur par la suite. Qu'est-ce qu'il y a, Marie-Ange? Il faut mettre ma présentation. Oui. M'excuse. Allô tout le monde. Un peu. Dans le fond aussi, c'est juste pour aussi les cohortes, c'est leur implication là-dedans, le nombre de rencontres, tout ça, puis qu'est-ce qu'ils ont fait dans les cohortes, là. Donc,
Au CIRC, le Centre d'initiative en agriculture de la région de Quaticook, on est une ferme laitière tout d'abord qui sert de ferme-école pour le centre professionnel puis le cégep de Sherbrooke. Puis depuis quelques années, on s'intéresse beaucoup au pâturage. Avec la formation de la filière que je vous ai un peu présentée tout à l'heure, est venu en fait là, un grand intérêt vers les pâturages. Puis j'avais aussi comme objectif de créer des focus groups entre producteurs pour faire ressortir des idées de projets, mais aussi garder nos projets très groundés en fait pour que ça aide les producteurs. Puis notre objectif, c'est toujours que ça soit aidant pour les producteurs puis avec leur réalité. Fait que j'avais déjà cet objectif-là en tête, puis quand le programme du PAD est sorti, je trouvais que ça collait bien à un groupe de pâturage. Fait qu'au cours de la dernière année, j'ai créé 2 groupes de pâturage. On est vraiment dans le multi-production, là, bœuf, lait, agneau, bison, whatever. C'était ouvert à toutes. Puis de toutes les régions aussi. Puis ma première cohorte est très multi-région. La deuxième est plus centrée dans le coin de Bury, mais c'est un addon. On fait une formation initiale avec Brian Maloney sur les pâturages régénératifs globalement, puis comment est-ce que ça peut s'impliquer. Puis ensuite, on a 3 activités de co-développement sur des thèmes comme le choix des semences, les types d'abreuvement, la gestion des mauvaises herbes, puis la gestion de l'électricité aussi est touchée. Puis ensuite, là, la formation finale va être avec le groupe conseil agricole de l'Estrie pour vraiment aider les producteurs à calculer leur coût de production de pâturage parce que c'est déficient dans la plupart des systèmes de calcul de coût de production en ce moment, chose qui me dérange beaucoup, fait qu'on va travailler là-dessus. C'est moi, j'allais te dire de changer, m'excuse. OK. Donc, la cohorte, on va parler aujourd'hui, c'est ma deuxième cohorte. J'ai 5 producteurs bovins, 1 producteur de lait dans le coin de Bury, Mégantic, puis j'ai 1 producteur de Donham. Non, Durham, parce que lui, c'est même pas le même. Durham Sud qui participe. Fait qu'on a eu notre première activité qu'on voit en haut avec Brian, puis la deuxième activité là, qui était sur la qualité de semis, puis on finit toujours un peu dans le chef de la machinerie à regarder le semoir, puis c'est ça. Mais c'était toujours très, très intéressant. Puis je suis venue aujourd'hui accompagnée de Francis des Petits Torieux. OK. Ben oui, mais là, c'est tout présenté ça. Moi, c'est drôle, c'est Marie-Pierre qui a fait le PowerPoint, mais jamais en me disant, à un moment donné, tu vas gérer la manette. Fait que c'est ça. Non, je sais pas. J'ai la petite flèche par en avant. Ben, t'es aussi bien, je sais même pas comment t'as de slides. Et voilà. Donc, bonjour tout le monde. Francis de la ferme des Petits Torieux à Frontenac. Nous, on a démarré en 2016. On a sorti notre nom en 2016. Puis, on a vraiment commencé à produire, je dirais, dans les 2017-2018. C'est une ferme qui part de rien, sans expérience aussi. Fait que ce que je vais chercher de la cohorte là-dedans, là, c'est vraiment un beau réseau de contacts. Fait qu'on voit ici, si vous regardez, c'est bien le fun, les animaux se promènent. On les rassemble une fois de temps en temps avec les chevaux à l'automne pour faire un tri, pour donner les vermifuges aux besoins, choses comme ça. Mais c'est surtout, moi, j'ai pas une belle qualité de pâturage comparé à d'autres images qu'on voit. Fait que c'est ça que je vais aller chercher un petit peu là-dedans. On fait bœuf, porc, poulet, dinde, un petit peu d'œuf. Tout ce qu'on produit sur la ferme, c'est en vente directe. Donc, soit des gens qui achètent un animal entier, sinon c'est à la boutique en pièces. Sinon, c'est pas mal ça. Je peux continuer à parler là-dessus, là, c'est pas grave. Ce qu'on voit là, c'est ça. Là, quand on dit sacrifier un pâturage, ben, c'est un peu ce qu'on fait, étant donné qu'ils sont pas beaux. On va faire souvent du bale grazing à l'automne pour essayer de défoncer notre terrain, de le briser pour, après ça, ça se raméliore, on l'espère. Beaucoup d'essais et erreurs sont faits chez nous encore aujourd'hui. Donc c'est ça. Moi, j'ai pas la prétention d'arriver avec des recettes miracles. Je viens vraiment chercher de l'information puis partager un petit peu plus mes essais avec vous. Et c'est ça. Okay. Ça sera pas long, ça s'en vient. Bon. Ben, je peux me présenter en attendant. Oui, vas-y. Pas obligé d'avoir une image pour ça. Bonjour, moi c'est Sonia Gosselin, je suis conseillère en production laitière bio au CETAB, le centre
d'expertise. Je le dis, mais tout mélangé, 5 d'expertise et de transfert en agriculture biologique. Je travaille avec des producteurs bio depuis plus de 20 ans. Donc, en production laitière biologique, le pâturage, c'est obligatoire. Fait que ça fait longtemps qu'on travaille avec des producteurs qui font du pâturage puis qu'on travaille sur ce thème-là, sauf que c'est comme des producteurs de lait. Fait que, je peux faire avancer? Ah, yes. Donc, dans ma cohorte, j'ai 15 fermes. Et moi, je me suis concentrée plus cohorte pâturage au centre du Québec, mais un centre du Québec un peu élargi, et ruminant. Je ne voulais pas avoir d'autres espèces parce que je ne connais pas les autres espèces qui ne sont pas ruminantes. Fait qu'on a des fermes laitières, on a 7 fermes laitières, 7 fermes de bovins de boucherie, et on a une ferme en production ovine. Moi, ce que j'ai aimé beaucoup de ça, c'est le mélange, justement, de bovins de boucherie, bovins laitiers. Quand il y a une activité bovin de boucherie, les producteurs de lait ne sont pas là. Et quand on fait une activité producteur de lait, les bovins de boucherie ne sont pas là. Par contre, il y a de l'expertise, franchement, qui peut franchement bénéficier à tout le monde. Moi, je le vois, là, parce que là, je vois un petit peu plus à des activités bovins de boucherie, puis je me rends compte, mon Dieu, c'est intéressant, ça, puis les gars de lait pourraient faire ça. Puis là, moi, ça m'apporte énormément d'informations que je peux faire partager à tout le monde, puis que les gens ne vont pas nécessairement d'emblée penser à aller chercher cette information-là chez des producteurs qui font du bœuf ou qui font du lait. Donc, pour moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, vraiment enrichissant. Quelques images. Il faut que je nomme les activités qu'on a faites, oui, c'est ça? Okay. Oui, on peut y aller. Oui. Donc, nous, on a fait... M. Maloney est super populaire, là, je pense, parce qu'on a fait comme une espèce de grosse journée de formation théorique et sur le terrain avec lui. Je pense qu'il y avait 70-80 personnes. Mais on l'organisait avec d'autres personnes. Là. Après ça, on a eu une activité aux paysans gourmands, notre ami Jacob, qui... je ne les ai pas mis dans l'ordre que je l'ai dit. Tiens, regardez, ça, c'est ici. On le reconnaît. Il aime ça faire de la clôture, puis il est bon en tabarouette. Il dit qu'il n'est pas habitué de faire des présentations, mais moi, je peux vous dire qu'il en fait souvent chez eux. Il dit pas. Il pense que ce n'est pas des présentations, mais ça en est. Donc, ça a été une activité aussi qu'on a parlé de clôture, d'installation de clôture, de gestion de pâturage. Ça a été vraiment intéressant. Puis moi, j'ai pas producteurs de lait qui sont venus, qui n'ont pas l'habitude de venir à ces activités-là, qui ont vraiment aimé beaucoup ça. Même si c'était une ferme bovine, ils ont vraiment apprécié. Après, on a fait un voyage en Outaouais, où ce qu'on est... Ça, c'est encore chez Jacob. Ça, c'est chez Brian Ferme-Brilly. On est allé visiter, on entend assez parler, je dis on va aller voir qu'est-ce qu'il fait, lui, là, parce qu'on entend parler. Fait qu'on est allé, on a organisé un voyage de 2 jours, on a fait cette visite-là, puis on a fait Ferme Rêveuse aussi, qui est Cornel Schneider, qui fait du lait à l'herbe, je dirais 100% herbe ou 100% fourrage. Donc, vraiment zéro concentré. J'ai été très, très impressionnée. Fait que ça, c'est le pâturage. Je ne sais pas c'est les jambes de qui, je ne me rappelle plus, mais c'est le comme avant, pas avant, brouté puis pas brouté, là. Fait que c'est vraiment d'une efficacité redoutable, sa gestion. Moi, ça m'a vraiment impressionnée. Ensuite, on a fait des journées réseautage ou rénovation, amélioration des parcelles. Une autre journée réseautage, ça, c'était chez un producteur de bœuf. Un autre chez un producteur de lait, renouvellement de prairies, de pâturage, entretien. Et ensuite, on prévoit une activité en début décembre pour faire le point sur la saison. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez pas? Qu'est-ce que vous avez mis en place suite à ces formations-là, ces activités-là? Puis, ça va être ça notre saison. Juste une question comme ça, les cohortes, est-ce que ça dure 2 ans, 3 ans ou c'est annuel? Mais je sais pas, c'est pas moi qui peux répondre à ça. Non, mais dans le fond, vous avez eu le mandat pour l'année. 1 an. C'est des mandats d'1 an. Donc, bon. moi, j'aimerais bien renouveler l'expérience, sincèrement. Là. Parfait. Puis, si je pourrais avoir plus qu'une cohorte, ça serait... Parce que quand on fait des activités, qu'il y ait 15 fermes ou 60, ça ne change rien. Par contre, les activités réseautage, c'est plus en petits groupes. Et là, quand on a des petits groupes, on invite, mais il y a souvent 5, 6, 7 fermes qui viennent. Donc, quand même qu'on invite 25, 30, il y a tout le temps juste un petit noyau. Puis là, ça permet les échanges. Là. Je pense que je dévance le thème un peu. C'est bon. Fait que je vais passer la parole à Michel. Je vais avancer ton PowerPoint. Non, je vais commencer. Vous m'entendez? Tiens. Je vais vous commencer. Alors, Michel Beaulac, moi, j'ai ma ferme depuis le début des années 2000. J'ai acheté la ferme de mon oncle qui faisait des pâturages, mais de façon vraiment, vraiment extensive.
Mais ça fait depuis les années 2000 là, que je travaille là-dedans. Et après ma carrière en fonction publique, là, je suis retraité de mon travail. Là, je suis plus à temps plein là, depuis 2019. Mais j'ai accéléré les choses à partir de 2008. On a une ferme, je dis on parce que je suis avec mon garçon qui demeure sur la ferme. On travaille ensemble. On fait du multi-élevage, puis tout à l'extérieur. Donc, on parle de poulet, de bovins, puis de porc. Et toute notre clientèle, on vend directement. Nous, on va faire abattre, on va chez le boucher qui nous fait les coupes, puis j'emmagasine ça dans mes 7-8 congélateurs actuellement. Et on vend directement là, à des clients qu'on a depuis quelques années. Puis aussi, je suis en train d'ouvrir j'essaie de percer le marché là, des CPE, les centres de petite enfance. Actuellement, on est déjà en communication, puis on fait de la vente directe avec eux. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est bien beau les pâturages, c'est bien beau faire la viande, mais il faut la vendre. Et une des façons, en agriculture, je dis tout le temps, il y a deux choses. Un, aimer son métier. Ça, moi, je suis vendu, c'est sûr. Je suis agronome de formation. Je passe ma vie à travailler là-dedans, avec la ferme. Mais aussi, l'autre chose, la deuxième chose, il faut faire de l'argent. Il faut arriver. Et la cohorte, c'est là que ça m'emmène. Moi, quand j'ai vu passer ce projet-là, je me suis dit, une des façons, on en a parlé à quelques reprises aujourd'hui, une des façons, c'est d'augmenter la qualité de l'herbe, la façon de produire une herbe la moins coûteuse, le moins de passage avec les machineries, diviser ses champs, amener son eau, tout ça. J'ai 50 hectares de pâturage actuellement qui sont divisés en 18 champs, puis j'aimerais monter ça à 36 champs s'il faut, pour être plus efficace, puis pas être obligé d'utiliser la machinerie pour couper mes refus. Particularité, je suis à Nicolet, je suis sur le bord du lac Saint-Pierre, j'ai de l'inondation pratiquement sur 40 hectares tous les ans pratiquement. Et ça m'emmène une richesse des alluvions, puis ça enrichit les sols, mais l'autre problématique, c'est que ça emmène des mauvaises herbes. Donc là, ça, c'est un problème. Puis tu peux pas travailler tes champs. De toute façon, je les travaille pas vraiment, à part faucher. Alors ça, c'est la réalité du secteur qu'on est à Nicolet. Merci. Je vais passer la parole à... C'est ça, Marie-Paul, c'est ça? Maude, Marie-Maude, c'est ça. Maude Coulombe-Potvin, je suis agronome au groupe conseil Agro-Boffrand à Victoriaville. Je vais attendre que Maude... C'est ça. Je parlais pas assez fort. Merci. Je l'attends pas fort. Je vais attendre plus fort. Donc, c'est ça. Moi, j'ai commencé notre cohorte de pâturage en mai. On a eu notre dernière rencontre là, il y a 2 semaines. On a fait notre dernière activité de réseautage avec nos producteurs. On avait 7 producteurs vaches-veaux. Nous aussi, là, c'était quand même très diversifié. 1 producteur de moutons, 4 producteurs laitiers, dont 1 qui était biologique. Moi, j'ai fait venir des conférenciers parce que j'ai pas des années d'expérience derrière la cravate. Là, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai mon ordre des agronomes. Donc, je suis allée chercher de l'aide. Donc, Jocelyn Jacob est venu. J'ai Huguette Martel, France Bélanger, Dany 5 Mars de l'Université Laval aussi, qui est venu donner des formations à nos producteurs là, pour avoir de l'expérience puis que les producteurs aient réponse à leurs questions. Donc, j'ai mis quelques photos là, au champ. On a eu 2 activités de formation, donc 3 activités de réseautage. On a visité la ferme Rodovanel, c'est une ferme de production laitière. L'érablière Martin Gagnon, c'est un producteur vache-veau. Puis, on a eu notre 2e journée de formation, c'était chez Marisol, c'est à la ferme Coulée Divine, productrice vache-veau également. Puis, on a eu nos activités de réseautage. Donc là, j'ai mis les objectifs, mais on en a parlé, puis je ne les répéterai pas encore une fois. On a parlé de l'abreuvement, plantes fourragères, mauvaises herbes, on a parlé de beaucoup de choses, renouvellement, fertilisation. Ça, c'était chez Robert Rosier à la ferme Rodovanel avec Jocelyn Jacob. Puis, moi, vu que j'ai déjà terminé ma dernière rencontre là, de réseautage avec nos producteurs, donc je sais déjà un peu qu'est-ce que nos producteurs vont essayer, parce que là, c'est sûr qu'à la fin de saison, des fois, c'est plus difficile de faire des essais, mais on a eu beaucoup de monde qui voulait faire ajouter des abreuvoirs pour les vaches, essayer d'améliorer, diviser des pâturages, faire du sur-semis. Il y en a qui n'avaient jamais fait ça. Donc, c'est quelques petits essais là, que nos producteurs avaient l'intention de faire. Merci.
Bonjour. Dans le fond, moi, je viens d'Inverness. La ferme est située à Inverness. Je suis la relève agricole, en fait, de la ferme. Je vais être la 3e génération. En moyenne, on essaye d'avoir 30 vaches chez nous. Là, présentement, on est à 28, mais ça joue quand même parce que notre troupeau vieillissait puis on essayait de le rajeunir, dans le fond. On a 64 acres en pâturage puis 75 en culture. Moi, dans le fond, je fais une gestion de rotation intensive des pâturages. On a plusieurs champs que, grâce à la cohorte, on a divisé, en fait, pour pouvoir faire plus de champs puis passer moins de temps possible dans ces pâturages-là. Dans le fond, ça a commencé avec l'achat de la ferme par mon... Ben, ça, c'est un petit peu... C'est ça, par mon grand-père, excuse. En 72, mon grand-père, il a acheté. Après ça, en 97, c'était mes parents qui ont acheté. Dans le fond, au départ, quand ils ont acheté, c'était du... oui, c'est ça, l'engraissement de bouillon qu'ils faisaient. Donc, mes parents ont décidé de transformer ça en production de vache-veau. Fait qu'il y a eu la sélection des animaux, des meilleurs torts, dans le fond, qu'il y avait dans les... voyons, je suis la misère. Dans l'ancien troupeau, en fait, qu'il y avait. Puis, mon père, il avait acheté un taureau Hereford pour continuer. Après ça, en 2004, on a eu la rénovation de l'étable, puis l'achat de la cage de contention qui était la meilleure chose pour nous, parce que c'est plus facilitant pour travailler des animaux. Après ça, ben c'est sûr qu'on a eu des expériences à faire avec la cage de contention, parce qu'on l'a changé de place quand même plusieurs fois, parce qu'au départ, nos animaux ne voulaient pas rentrer dans les cages de contention. Mais ça, c'est une autre histoire. Après ça, en 2018, dans le fond, moi puis mon frère, on a intégré intégré, c'est quand même un gros mot, là, parce qu'on a toujours été dedans, mais on a 20% des parts chacun. Donc, moi, mon frère, on a 20% chaque, puis mes parents ont 30-30 chaque. Fait que c'est ce qui fait qu'on est 4 dans l'entreprise. Ouais. Bon, dans le fond, on voulait parler un petit peu des objectifs pour le futur. Moi, je la relève, j'ai 3 jeunes enfants, donc j'essaye de passer le plus de temps possible à la ferme, mais aussi avec mes enfants. J'ai aussi d'autres travails ailleurs. Dans le fond, les objectifs, c'est de travailler, d'améliorer les infrastructures. Dans le fond, l'érablière, on a une érablière avec les bâtiments pour les animaux parce que, ben nous, ils ne sont pas à l'année longue dans les bâtiments, ils sont toujours dehors, mais c'est le fun à travailler quand ils rentrent en dedans, tu sais. Après ça, l'ajout de nouveaux points d'eau pour les bovins. Dans les packages, nos points d'eau sont très, très loin, donc les vaches, ils doivent marcher quand même assez longtemps pour se rendre, pour boire de l'eau. Donc, c'est à modifier prochainement, là. On a eu plusieurs trucs, dans le fond, avec la cohorte. Puis, trouver une nouvelle façon de faire la mise en marché des animaux. Présentement, nos animaux s'en vont à l'Encan à Saint-Isidore. Je trouve que c'est pas la meilleure façon de rentabiliser la ferme, mettons. Là. On n'a pas nécessairement notre argent là, en les envoyant à l'encan. Donc, j'aimerais ça soit la vendre directement à la ferme, la viande, ou bien vendre des torts en modifiant la génétique. Puis c'est ça. Dans le fond, je venais pour la cohorte pour modifier nos pâturages parce qu'on a quand même beaucoup de mauvaises herbes, nous autres aussi. Ça a été délaissé pendant quand même plusieurs années. Donc, c'est de remonter ça tranquillement, pas vite. Je pense que c'est tout. En gros, merci beaucoup pour la présentation des entreprises puis des cohortes. Mais dans le deuxième volet, c'est plus des volets de questions de précision un peu, là. Puis il y a des gens là-dedans là, soit les gestionnaires ou les producteurs ont répondu en partie, mais s'il y a d'autres éléments que vous aimeriez ajouter, là, dans le fond, au niveau des gestionnaires, selon vous, quelles sont les retombées de ces activités-là au niveau de la cohorte, là? Puis c'est un peu la même question avec les producteurs partenaires, là. Qu'est-ce que ça vous a apporté, là, le fait de travailler en cohorte, là? Là, vous pouvez y aller de façon... On va commencer par dire gestionnaire. C'est comme du power. OK. Mais je peux commencer. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de producteurs
qui n'avaient jamais l'occasion de se rencontrer. On parlait producteurs laitiers, producteurs de bovins. Ça se mélange pas tout le temps. Puis je pense que chacun peut apprendre de l'autre. Puis les cohortes, ça a permis vraiment à ce que les producteurs réseautent ensemble, jasent ensemble, prennent un contact. Ou toi, tu fais quoi? T'as pris... Je pense que c'est ça peut-être qui manque un peu dans le monde agricole. Là, il n'y a pas assez de contact. Fait que les cohortes, c'était vraiment une bonne façon de réseauter, de rencontrer du monde pour les producteurs, surtout. Là. Puis le fait d'être en petit groupe, peut-être que ça a réseauté beaucoup plus. Oui. Bien, je vais y aller si vous ostinez, c'est pas grave. Ça va être court. Moi, je trouve qu'il n'y a pas un message qui passe mieux qu'un message entre producteurs. Comme étant une fille agronome qui a été élevée en ville, des fois, mon message est très de les livres, peu de mon expérience. Puis des fois, c'est vrai ce que je dis dans le livre, mais je ne l'ai pas appliqué, puis c'est vrai. Il n'y a rien qui passe mieux qu'un message dit par un autre producteur. Puis je trouve que c'est la façon que les producteurs y ont d'avancer encore plus vite, puis de favoriser ça. Je trouve que ma job d'agronome est faite à ce moment-là. Là. Moi, ce que je voulais ajouter, c'est que j'ai réalisé que je vais chez des clients depuis des fois de nombreuses années, puis on s'occupe de plein d'affaires, la régie, l'élevage, l'alimentation, on a plein de choses à faire. Et là, les cohortes pâturage, quand on fait une rencontre pâturage, on focus que sur le pâturage, fait que j'ai découvert des affaires chez mes clients que ça fait quand même quelques années que je vais, tu sais. Là, je dis, oh, là, c'est parce que on fait juste parler de ça, puis on n'a pas d'autres distractions, il n'y a pas d'autres sujets à aborder. Puis en plus, il y a toujours plein de sujets à aborder. Donc, on était vraiment dans le champ, puis on regardait des affaires. Fait que ça, moi, ça m'a permis de faire ça. Puis ça, par défaut, ça permet de le faire chez l'agriculteur aussi, là. Focuser que sur les pâturages. Monsieur, vous voulez ajouter quelque chose, je pense? C'est ça. La cohorte, dans le fond, c'était assez varié parce qu'il y avait des fois, on était plusieurs. Puis des fois, on s'est ramassé, on était 2, 3. Bon, ça a les avantages pour échanger. Puis, tu sais, c'est toute la formule du co-développement. Là. Ça, là, c'est vraiment intéressant parce que, puis aussi l'encadrement, parce qu'on n'est pas juste des producteurs. Il y a les agronomes qui nous accompagnent. Fait que ça donne aussi un élan là, à la formule. Fait que moi, j'en vois que des bénéfices. Puis, je pense que il faut poursuivre là-dedans. Là. Puis, on n'aura jamais assez vu, quand on a le temps d'y aller, comme de raison, voir d'autres entreprises, comment c'est organisé, les points d'eau, les clôtures, l'infrastructure, les champs, tous ces échanges-là, tu ne le vois pas dans les livres nécessairement. Là. Cette partie-là est très, très intéressante. Ça me fait penser, quand j'ai commencé ma carrière, moi, il y avait des après-midi d'étable. Là. C'était un petit peu le même lien qui se fait actuellement, ça revient. Donc, ça, je pense que c'est très, très, très positif. C'est le genre d'activité que quand tu colles des producteurs dans une étable, entre autres, ou avec des animaux, ils sont tous là. Tu fais une activité d'un champ, ils sont tous là. Dans une salle, des conférences, des fois, c'est moins winner un peu. Mais sur le terrain, là, d'habitude, ça leur plaît bien. Puis les journées de cohorte qu'on fait, c'est souvent... En tout cas, il y a des journées, des fois, de formation, mais il y a beaucoup de journées sur le terrain. Ça fait que c'est vraiment... On sent que ça plaît aux producteurs. D'autres gens qui veulent rajouter d'autres choses? Ou... Je voyais aussi que tu avais abordé le point aussi que ça a permis peut-être d'emmener des intervenants puis sur certains sujets précis. Là. Je pense que ça a eu sa place, en tout cas, dans votre cas. Là. Aussi, y a-t-il des bons coups que vous avez vus puis des points que vous auriez aimé améliorer? Dans le cadre de vos activités ou des cohortes ou dans la planification de la cohorte, là? Ouais, je peux commencer. Dans le fond, moi, je vais y aller avec les mauvais coups, mais je ne sais pas si je peux appeler ça nécessairement un mauvais coup. C'est plutôt que je trouvais que les producteurs ne voulaient pas nécessairement qu'on voit leur ferme. Tu sais, aller chez d'autres fermes, c'est plus facile, mais quand il était le temps de dire notre réponse de s'ils voulaient que le restant de la cohorte vienne chez eux, mettons, il était plus restreint. Tu sais, on est là pour apprendre, mais des fois, c'est autant les mauvais coups que les bons coups. Fait que c'est le seul point négatif que j'aurais à dire. Moi, je dirais... ouais, c'est ça. Dans le fond, moi, j'ai parti mes cohortes là, au début de l'été.
La première activité, t'invites Brian Maloney, c'est facile d'attirer des gens, là. Tout le monde va être là. Après ça, quand Brian n'est plus là, puis là, il fait beau, sa deuxième journée de beau temps, il en annonce 5. C'est plus dur de rassembler les gens quand c'est tentant d'aller faire du foin. Fait que moi, j'ai trouvé ça difficile là, de tirer la couverte de mon bar et dire « Ah ouais, là, viens passer 2 heures avec nous autres, là, viens jaser, mets le petit gars sa faucheuse, là, puis tu retourneras après. » Ça, j'ai trouvé ça difficile, mais moi, ce que j'ai trouvé de très bons coups, c'est de voir une productrice qui s'en allait dans un gros chantier, puis qui a parlé que ça la stressait bien, ce chantier-là, puis d'entendre un autre producteur de la cohorte dire « Ben, fais pas comme moi, là, patente pas ça de cette manière-là. » Puis là, les plans se sont mis à s'ouvrir, puis là, hey, ça y a évité là, de se rendre compte dans 6 mois que son setup n'était pas optimal. Puis oui, c'est stressant, je suis sûre qu'elle n'a pas dormi cette nuit-là, mais de rappeler les ingénieurs, de rappeler les conseillers, de dire « Oh, là, je ne serais pas capable de rentrer là avec mon Bobcat ou je ne serais pas capable de soigner avec autre chose qu'une pelle mécanique. Moi, c'est pas ça que j'ai, ça ne marche pas. » Ça n'a pas rapport avec la cohorte. Sauf que de voir les lumières, puis de voir les producteurs s'aider entre eux, moi, je trouvais ça super valorisant. Puis je me dis, ça peut s'appliquer à n'importe quel sujet, oui, au pâturage, mais à n'importe quoi. Fait que vive le retour des soirées puis des après-midi d'étable. C'est le fait que c'est un peu encadré justement par notre agronome ou le responsable de cohorte. On sait qu'on s'en va là pour un sujet X. Sauf qu'on a toujours du temps de loose dans la journée puis se mettre à parler d'autres choses. Puis tu sais, entre producteurs, on va se poser des vraies questions qui sont des questions niaiseuses qu'on ne voudra pas nécessairement aborder dans un colloque où ce que c'est plus des points précis. Mais tu sais, quand on marchait dans un champ à Rémy, j'ai dit, ben crime, ton abreuvoir, explique-moi comment tu vas faire pour la nettoyer parce que moi, chez nous, j'avais pas ce modèle-là, puis fallait que je les flippe à l'envers. C'est des affaires niaiseuses comme ça on sort de là, c'est bénéfique. On a appris quelque chose, puis on a du fun aussi à échanger. Là. Moi, ce que je dirais de bon coup, c'est qu'il y a des producteurs qui sont ingénieux, mais ils ne savent pas. Fait que là, ils te montrent leurs affaires, puis tu dis, moi, je fais ça de même. Calme, c'est brillant ton affaire, tu sais. Mais là, il ne sait pas, lui. Mais tant que tu ne vas pas chez eux, puis que tu le dis pas, que c'est ingénieux, son affaire, il le sait pas, puis là, ben, il l'a pas partagé. Fait que ça permet de partager des producteurs qui ont des bonnes idées, puis qui se mettent pas trop en valeur des fois. Puis dans les groupes aussi, c'est ça qu'il faut aller chercher. Quand tu connais les producteurs, tu sais qu'ils font des choses, puis là, ça jase un peu. Moi, quand je le sais qu'un tel, il fait telle affaire, puis là, je dis, bon, toi, chez vous, explique-nous donc comment tu fais ça, parce que je le sais ce qu'il fait, mais je veux qu'il le dise aux autres, parce que lui, il dit pas rien, là, il pense qu'il n'y a rien à dire. Mais il y a des gens comme ça qui sont plus discrets, mais qui ont vraiment beaucoup de choses à dire, puis en tout cas, on aurait avantage à les écouter, fait qu'il faut juste les faire parler un petit peu, mais quand on les connaît, c'est le fun de les faire parler, puis là, ils sont là, puis on leur tend la perche, puis ils apprennent. Fait que moi, j'ai bien aimé ça. Le défi, c'est de connaître des fois les producteurs. Quand on les connaît pas on connaît pas tout à fait l'entreprise, bien là, des fois, c'est difficile, des fois, d'aller chercher, de faire parler un ou de faire parler l'autre en sachant qu'il y a quelque chose d'intéressant à dire. Mais bon, en donnant la parole à tout le monde, on finit par connaître les gens, puis on peut voir des forces puis des bonnes idées chez chacun. Là. Tu disais, Sonia, au début que tu es plutôt dans l'étable, là, mais que le fait d'aller au pâturage, tout ça, tu as vu des choses. As-tu, puis peut-être que au niveau des producteurs, là, des changements au niveau des pâturages, soit la biodiversité, la santé des sols, tout ça, là, y a un petit mot là, que vous pourriez dire un peu là-dessus? Bien, j'y allais beaucoup au pâturage quand même. Ça fait partie de mon travail. Mais c'est juste que là, quand on était dans la cohorte, on n'était que dans les pâtisses. On n'avait pas d'autres sujets. Là, fait que ça permet de jaser de ça. La biodiversité, je l'ai-tu remarqué plus? J'ai de la misère à te répondre parce que c'est pas mon... oui, comme des façons de faire différentes. J'ai souvent des producteurs qui ont des abeilles dans les champs, des affaires de même, mais... Puis oui, forcément, ils vont mettre les ruches dans des champs qui ne sont pas arrosés avec des pesticides, je les comprends. Mais je ne suis pas vraiment assez... C'est probablement un effet plus à long terme, aussi. C'est difficile, il faudrait prendre une photo puis reprendre une photo après. Là, c'est ça je pense que c'est juste de mentionner qu'ils font de l'agro-environnement puis qu'ils font comme
en travaillant d'une façon plus intensive les pâturages, on améliore de plein de façons. Puis moi, en tout cas, sans qu'on voit vraiment une amélioration notable sur une ferme, juste de le mentionner, puis de dire de considérer ça dans vos décisions, considérer ça quand on regarde à quel rythme on fait les rotations, pourquoi est-ce qu'on laisse la période de repos, pourquoi est-ce qu'on laisse un champ venir en graines puis en fleurs, c'est quoi les avantages. C'est là que je pense que l'aspect biodiversité il vient jouer parce que c'est des pratiques que les producteurs souvent ils font déjà. C'est juste de donner une petite tape dans le dos, de dire oui, tu fais ça pour ta productivité, mais ça amène tel bénéfice aussi. Côté biodiversité, nous autres, comme je disais, on a parti ça de rien. Puis où est-ce qu'on est situé? Il n'y a plus de producteurs agricoles, là, je vous dirais, peut-être 15 km chaque bord, mettons, qui ont des animaux. On est les seuls qui ont ramené des animaux dans ce rayon-là. Quand on a acheté, je disais à ma conjointe, j'ai dit, ça se peut pas. J'ai dit, on est assis à la galerie, il n'y a pas un oiseau ici. Il n'y en avait aucun. On restait au village avant, il y en avait. Où est-ce que j'habitais quand j'étais plus jeune, il y en avait. Puis là, j'étais au milieu des terres agricoles, donc on n'avait pas un oiseau. Puis à cette heure, c'est jour et nuit, là. C'est-tu parce... Puis là, je dis n'importe quoi, mais c'est-tu parce qu'on ramène les animaux vont être propices aux mouches? Parce que la première affaire qu'on a réalisée, c'est que animaux à l'année riment avec mouches en tabarouette. Sauf que les mouches, les oiseaux aiment ça. C'est ça, c'est fou. Des hirondelles, à cette heure, on en a des nuages l'été, là, c'est incroyable. Fait que nous autres, dans notre cas, ce qui était le fun, c'est qu'on a vu cette évolution-là, quand même. Parce que les champs, les autres producteurs, d'ailleurs, venaient récolter le foin sur ces peut-être 300 acres-là, 400 acres-là. Mais il n'y avait pas d'animaux. Nous autres, on en a ramené, puis à cette heure, on a une biodiversité incroyable, là, côté oiseaux, mouches, toute la patente. Là. Okay, merci. Puis tantôt, on a parlé un peu de sources semis, ou j'imagine que ça a été des échanges que vous avez eus entre producteurs. Puis est-ce que la fréquence de rénovation des pâturages, tout ça, ou la gestion, on a connu quand même 2 années différentes. L'année 2000, l'année passée, qui c'était beaucoup plus sec, puis cette année qui est peut-être plus facile à gérer comme gestion de pâturage, outre les précipitations peut-être, ou les deux années, il y a toujours des ajustements à faire. Là. Ça dépend d'où tu es. Moi, une année de sécheresse, c'est bénéfique chez nous. La nappe phénotypique est tellement haute que ça produit. C'est mes meilleures années. Tant qu'il y a les inondations et qu'il y a beaucoup d'eau au printemps, bien là, c'est mes pires années, comme cette année. Bon, ça, c'est une chose. Mais tu sais, on allait là, nous autres, pour apprendre puis voir, en fait, développer notre entreprise en ayant un œil sur comment les autres font. C'est ça qui était le fun dans cette chose-là. Oui, la biodiversité, mais c'était pas ça qu'on... Moi, je n'allais pas là pour ça. J'en fais de la biodiversité depuis des années chez nous, Brisevent, Nichoir et Alouette. Mais c'était pas ça. Là. J'allais voir comment les points d'eau étaient organisés. Moi, rediviser mes champs, je voyais ça au printemps beaucoup plus gros que ce que je vais faire. Apporter l'eau dans mes champs que je vais rediviser, je voyais ça beaucoup plus gros que ce que c'est. Malgré que tu as beaucoup d'eau. Oui, parce que ça se retire. Et puis à ce moment-là, fait que là, c'était ce côté-là qui m'intéressait. Puis là, la semaine passée, on est allé chez Jacob, puis son installation d'eau pour l'hiver, c'est vraiment spectaculaire, là, voir ça, puis voir comment il avait installé ça. J'avais aucune idée comment faire ça. Ça fait que l'effet de la cohorte pâturage, là, parce que c'est là le but. Ben moi, puis avec la journée d'aujourd'hui, ben moi je vois que c'est vraiment une continuité. Par contre, dans les points faibles, je verrais que, ben moi, c'est le kilométrage. Il faut tout le temps que je fasse un 100 km d'un bord ou 150, en tout cas, peu importe. Tant qu'il fait beau, c'est pas un problème, on y va en moto. Mais l'autre chose aussi, dans les périodes de pointe, là, il y avait une belle activité cet été, 2 jours, là, qu'on peut aller visiter des entreprises là, qui ont été mentionnées tantôt en Outaouais et tout ça. Bon, c'était une période un peu de pointe. Que là, ça, c'est plus le négatif, là, je voyais. Le timing. Le timing.
Ben, ce que je voulais dire, c'est que, on va chez les producteurs, puis c'est pas nécessairement pour copier un modèle. Il n'y a pas juste une seule gestion des pâturages qui fait pour tout le monde. Puis, je pense que les 3 fermes chez qui on est allé, il n'y avait pas toute la même gestion de pâturage, puis ils ne faisaient pas tout ça la même affaire. Les pâturages, ça se ressemblait même pas chez les 3 producteurs, mais ça ne veut pas dire que chez l'un, ça va faire, chez l'autre, ça va faire aussi. Fait que c'est de voir un peu qu'est-ce qu'on peut aller chercher chez un, qu'est-ce qu'on peut aller chercher chez l'autre, de l'amener sur notre ferme, puis de voir, ben ça marche-tu? Peut-être que ça ne marchera pas non plus. Fait que c'est de voir plein d'affaires différentes, puis de voir qu'il existe toutes sortes de modèles différents, mais que ça peut marcher aussi, même si tout le monde n'est pas pareil. Là. Fait que ça, c'était le fun pour les producteurs, de voir, ben pas obligé de se comparer toujours au plus gros producteur, puis celui qui marche vraiment beaucoup, là, c'est de voir des cas différents, puis de... Ben c'est ça. Tout le monde a des bons coups, tout le monde a des mauvais coups aussi. Là. Ouais, c'est d'en parler. C'est le but du réseautage aussi des cohortes. Là. Puis, Ouais. si je reviens sur le kilométrage, là, il disait que des fois, c'était loin, que... Ben moi, j'ai trouvé que ça permettait de réfléchir, tu sais. Souvent, on se dit, on apprend beaucoup dans cette journée-là, mais on dirait qu'on a des flashbacks sur qu'est-ce qui a été discuté, puis des fois, ça permet juste de se le remettre plus profond dans la tête, puis sans être ça, des fois, de penser à d'autres choses comme on fait en tracteur, mais là, on le fait en auto, tu sais. Fait que, c'est ça. Moi, je résumerais avec, pour résumer comment on aborde le pâturage, c'est plus cultiver le pâturage. Puis cultiver, ça ne veut pas dire labourer puis ressemer nécessairement, mais gérer le pâturage comme une culture, c'est-à-dire qu'il y a une régie à apporter, puis c'est pas un champ, j'envoie mes animaux, puis ils mangeront, puis après ça, on les remettra ailleurs. C'est plus de s'instaurer une culture du pâturage, puis donc, qu'est-ce que ça prend pour le cultiver? Bien, une bonne gestion, la fertilisation peut-être, toutes ces pratiques-là qu'on a énumérées aujourd'hui. Mais moi, c'est le résumé que je fais de la cohorte, c'est un peu de se mettre le focus culture de pâturage. Pas juste culture du maïs, comme on le fait, puis le soya, on le fait, mais il faut le faire pour le pâturage aussi. Donc, au niveau des objectifs de la cohorte versus les pâturages, grosso modo, vous diriez que ça a répondu à l'objectif de la cohorte, dans le fond, par rapport à vos attentes, là aussi, là, j'imagine. 100%. Moi, j'ai content que les producteurs répondent à ça. Comme dans notre cas, on n'a pas fini encore. La cohorte, on est quoi, à peu près à moitié, même pas. Donc, on est encore... Moi, en tout cas, dans mon cas, j'étais encore plein d'attentes, mais tu sais, je sais que, justement, tous les sujets dont on parle, il n'y a pas de sujet banal dans le sens qu'on va aller le voir. On répète souvent un peu les mêmes choses, mais c'est de voir ce que l'autre fait, comment il est installé. Fait que même si les sujets qui seraient à venir seraient, peu importe lequel ils seraient, si tout le monde qui y va, si chaque producteur qui y va est un as dans ce domaine-là, ben pas grave, pendant la journée de cohorte, on se mettra à parler d'autres choses qui répondent à un de nos besoins. Là. Mais à venir jusqu'à date, c'est super, juste les 2 rencontres qu'on a eues vraiment en lien avec la cohorte. Écoute, on sort de là, on apprend plein de choses. Là. Avez-vous d'autres choses à rajouter par rapport à ça, là, au niveau de l'apprentissage? Bien, c'est gratuit. C'est bon, ça. Gratuit, ça te paye. C'est pas juste gratuit, ça te paye. Dans nos coûts de production, c'est bon. Non, mais je pense que c'est une petite implication de temps qui amène vraiment beaucoup aux producteurs puis aux conseillers aussi, là, je dirais, parce que moi, juste de sentir c'est quoi les besoins, puis je sais pas combien d'idées de projets que j'ai eues juste à écouter les producteurs jaser. Puis je suis comme, c'est ça que tu veux savoir, OK, tu veux comprendre ça, tu veux comparer ça, parfait. On le met ça sur le back burner. OK, prochain projet, là, mais la prochaine fois que j'ai plus d'idées, je ne sais pas quand ça va arriver, mais je vais faire ces projets-là. Fait que ça, je pense que c'est objectif atteint, je dirais, à la première heure de l'activité. Ça, c'est super intéressant. Puis moi, j'apprenais autant que le producteur, je pense, parce que les experts que j'ai invités pour notre cohorte, moi, j'apprenais, puis j'apprenais autant que les producteurs qui participaient. Fait que oui, on faisait un encadrement pour être sûr que la discussion allait toujours aux bonnes places. Mais en même temps, c'est pas toujours obligé d'avoir un cadre. Les producteurs amènent des sujets qu'eux, ils veulent parler. Fait qu'on les laisse, puis c'est là qu'il y a les plus belles discussions, là, aussi. Hein. Ouais. Moi, je me présentais pas comme une experte de pâturage, pas du tout. Là. C'est vraiment
le rôle, c'est de la coordination, c'est de s'assurer qu'on réalise les activités, qu'on trouve des bonnes idées de sujets, puis qu'on guide. Fait que, au final, n'importe qui peut partir une cohorte dans le sens où c'est l'ensemble de l'équipe qui fait le savoir, les connaissances, puis d'aller chercher des formations qui vous touchent. C'est ça l'important. Puis là, j'ai pas trop entendu au départ. Là, Sonia, toi, tu avais des groupes de producteurs différents, puis peut-être toi aussi. Comment était l'échange entre les différents types de production? C'est sûr que des fois, comment je pourrais dire ça? C'est sûr qu'on en apprend toujours, mais est-ce que tu as vu des interactions d'apprentissage entre les deux types de production, là, ou des façons de faire différentes? Là? Oui. Oui. L'excuse de « ouais, mais moi, je suis producteur laitier », elle sort vite, j'ai trouvé. Puis, dans les groupes, c'est différent, là, parce que mon premier groupe il est plus équilibré dans les productions, fait que c'est plus dur de le sortir. Mais au final, c'est vrai que ça ne se ressemble pas nécessairement à un pâturage pour du bovin de boucherie puis du lait, sauf que le temps de repos il est quand même important. Puis laisser des résidus, ça va être aussi important. Ça sera probablement pas le même genre de résidus, mais c'est important aussi. Puis, c'est d'amener chacune des productions à s'aider. C'est pas toujours facile, mais c'est important dans le cadre de la cohorte de les forcer un petit peu à ouvrir les œillères puis à dire oui, dans le lait c'est comme ça. Ça peut être différent dans le bœuf, mais ça se peut que ça se ressemble aussi beaucoup. Là. Moi, j'ajouterais que des fois, les gens ont l'image qu'un producteur de lait, il y a comme des belles terres puis des belles parcelles tout le temps, là, mais pas tout le temps vrai. Là. Puis, j'ai un producteur, moi, il y a des terres de roche, puis des capes de roche, puis de la terre pas creuse, puis il fait des pâturages là-dedans. Là, c'est la belle place pour faire ça. Puis là, tu as tout le temps dans l'idée que ça va être de la fardouche qui va pousser là-dedans, mais pas du tout, parce qu'il cultive cette terre-là qui est pas profonde, qui a des roches, mais il la cultive, puis comme si c'était une terre, c'était sa meilleure terre. Ça veut dire qu'il la fertilise pareil, il va chauler, il ne surpâture pas, puis finalement, c'est pas ses meilleurs rendements de pâturage, mais c'est d'excellents rendements de pâturage. Fait que des fois, quand on a fait un après-midi chez ce producteur-là, ben les gens ils ont vu que, mon Dieu, c'est une terre de roche, mais finalement, tu es capable d'avoir des beaux pâturages, puis un producteur de lait, et lui, il faut qu'il sorte du lait. Des vaches qui font. Tu nourris ça, maintenant, il faut que ça fasse du lait là, quand tu es rentré. Puis s'il ne ferait pas de lait, ils n'enverraient pas là parce qu'ils traversent le chemin là, pour y aller. Fait que, il y a comme. Ça a été comme bénéfique pour tout le monde de voir. C'est pas juste des belles terres de producteurs de lait toutes sur le planche. Là, ils ont des terres de roche d'eux autres aussi, des fois. Okay. C'est l'image qu'on a. Là. Je sais pas, Marie-Laurence, c'est pas Marie-Laurence, mais Marie-Ange. Est-ce qu'on peut demander aux gens du public, des fois, qui auraient des questions ou si on continue à faire la tournée des questions, ça pourrait être interactif aussi, là. Ouais. Je sais pas. Non, je pense. Oh là là, t'as ouvert une porte, Micro? Là, ça marche. Moi, je voulais vous lever mon chapeau aux 3 organismes qui ont créé les cohortes. Vous êtes une région qui est très, très dynamique en pâturage. Ça fait du bien de voir ça. J'ai hâte d'avoir des gens qui sont motivés comme vous autres dans mon coin, parce qu'en ce moment, je suis tout seul. Fait que, il y en a d'autres dans mon coin. Bon, c'est correct, ça. Fait que vous me connaissez, vous viendrez me voir pour avoir en partie des cohortes, mais il faut juste trouver ceux qui vont le chapeauter. Puis, je voulais mon chapeau, fait que merci. Je vais juste ajouter que l'initiative, elle vient quand même. Moi, tu sais, j'avais pas pensé. C'est comme Joanne là, qui avait une initiative de producteur, puis elle m'a dit Sonia, ça te tente-tu de t'occuper de ça? Ben oui, tu sais, mais j'avais pas. Puis j'ai bien fait de dire oui, c'est vraiment le fun. Moi, l'initiative des producteurs quand même. Moi, je tiens à dire que je suis la première qui est arrivée avec ce idée-là, ou ma PAC. Puis ils m'ont regardé avec des gros yeux, puis ils ont fait peut-être. Puis je suis contente que ça fait des petits, puis je suis contente que ça en fait encore. C'est d'en parler. Ah oui, je vais en parler, il n'y a pas de trouble. Si vous avez besoin d'aide pour remplir les papiers, je vais vous aider, il n'y a pas de problème.
Bonsoir. Enchantée. Émilie Soto, Ferme Classine et Fils. Je voulais vous remercier aussi parce que je trouve vraiment que c'est une initiative extraordinaire. C'est vraiment trippant. Là, je viens de comprendre que ça marche un peu comme région, par région. Moi, je voulais vous demander c'était quand la prochaine date de départ de ces cohortes-là. Puis que moi, je serais pas gênée de vous recevoir chez nous, ça va faire plaisir. Fait que j'aimerais ça un petit peu savoir si vous avez des plans pour la suite. Est-ce qu'il va y avoir d'autres cohortes? Comment ça va fonctionner, là? Oui. Pour les inscriptions. Moi, je vais être sur la liste d'appels pour ça. Du MAPAC, parce que nous, on est les animateurs puis les gestionnaires, mais on n'a pas les fonds. OK. Ouais. C'est pas nous autres qui sortent l'argent de nos poches. Un, deux. Bien, en fait, c'est que le ministère a sorti le programme dans le cadre du PAD avec des cohortes régionales. Puis nous, en tout cas au MAPAC, moi, ça me tenait à cœur. Fait que c'est pour ça que j'ai fait des appels. Puis j'ai demandé à du monde qui voulait. J'ai eu des non, mais j'ai eu des oui. Fait que je suis bien contente. Puis, ben en fait, là, on n'a pas fini la première lancée là-dedans, mais je pense que ce ne sera pas la dernière. Fait que, appelez au MAPAC, au pire, puis demandez, voir s'il y a des cohortes qui veulent se partir. Moi, c'est ça que je faisais, en tout cas. Là, quand il y a des gens de d'autres régions qui m'écrivaient sur pâturage régénératif ou quelque chose comme ça, je faisais appel au MAPAC, plus t'appelles au MAPAC, plus qu'eux, ils vont faire des recherches pour trouver quelqu'un pour l'organiser. Puis je pense qu'il y a d'autres groupes, c'est comme ça que ça a fonctionné. Fait que, pour ce qui est de moi, c'est sûr, s'il y a du financement, je vais en refaire une puis une autre. Puis pour les autres, de ce que je pense, c'est facile à organiser, puis le financement il est facile à gérer. Fait que je verrais pas pourquoi il n'y en aurait pas plus. Puis genre Montérégie, c'est... Ça dépend où à Montérégie, parce que l'Estrie est rendu loin à cette heure, mais on peut se parler après si tu veux. Cool. Merci. Ben là, moi, j'ai changé mon chapeau pour une intervention. Je voulais juste souligner qu'aujourd'hui, c'est super plaisant qu'est-ce qu'on a entendu, parce que clairement, les élevages au pâturage, on le sent, là, c'est quelque chose qui est très collaboratif, là. Toute la journée, on a eu des intervenants qui sont venus nous dire qui trouvaient que c'était important de bien s'entourer, que les gens étaient contents de partager. Puis je pense que les cohortes, c'est vraiment comme un exemple parfait de ça. Puis, voyons, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je voulais vous dire que je trouve que c'est important, tu sais, qu'on soit ouvert à présenter, comme Marissa la disait, tu sais, il y a des gens qui sont peut-être gênés, hésitants, mais c'est vraiment comme ça qu'on peut apprendre, puis c'est en invitant des gens chez nous que des fois, on va débloquer sur un problème qu'on a puis qu'on traîne, et puis que finalement, il y a quelqu'un qui va venir puis qui va dire « Hey, as-tu pensé à ça? » Non. Donc, c'est vraiment en ouvrant vos portes puis en partageant que vous allez solutionner au maximum. Donc, les cohortes, là, c'est NEC plus ultra. Puis je rajouterais que même si vous êtes la relève, là, puis mettons que votre, je sais pas si c'est votre père ou en tout cas, pour moi, c'était mon père qui était vraiment pas pour ça. Il dit « Ah ouais, ils vont venir chez nous. » Puis là, c'est qui va venir chez nous? Bon, je sais pas. Passe à tout le monde, tu sais. Faut que je passe le point de la gare. Oui, c'est ça. Ah, ben, je serai pas là. Ça me dérange pas que tu sois pas là. Tu sais, je vais. Puis finalement, c'est le premier qui s'est présenté, puis qui a commencé à parler, puis qu'il me dit après, ah ouais, c'était vraiment le fun, finalement, hein? Bon, ben, c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, ça prend juste un petit coup de pied dans le derrière, puis pour partir, puis après ça, on est lancé, puis le plus tough est fait, là, tu sais. J'ai pas vu dans des activités réseautage ça, des gens qui ont comme critiqué ou, tu sais, dit « Hey, c'est-tu tout croche chez eux, tu vu ça? » On a pas, tu sais, vraiment, tout le monde arrive là avec une belle ouverture, tout le monde arrive là avec oui, tu as des affaires que tu fais pas correct, puis mais moi aussi, je le sais que j'en ai chez nous, tu sais, mais là, on est chez vous, puis on jase de tout ça, puis moi, c'est sûr qu'au début de la rencontre, quand on fait le réseautage sur la ferme, on met ça clair qu'on est là pour discuter. Puis oui, on va aller voir le champ qui est le moins beau parce que c'est ça qu'on veut corriger puis c'est ça qu'on veut apprendre. T'sais, forcément, des fois, on ne va pas aller voir les plus belles parcelles parce qu'on veut trouver des solutions. Fait que, mais tu sais, en tout cas, il y avait beaucoup d'ouverture. Je n'ai pas senti de mesquinerie ou de... Absolument. Puis moi, je retiens au début de la formation qu'on avait eue où Brian était venu, là, le contexte, ta ferme, ton contexte chez vous, c'est ça. Travaille avec ça.
Puis l'autre ferme à côté, c'est d'autres choses. Fait que ça, il faut toujours l'avoir en tête. Puis avec ça, ben là, tu n'as plus de préjugés ou, comme tu dis, il n'y a pas de jugement, puis tout ça. Puis tu veux essayer de voir qu'est-ce que tu peux emmener chez vous. Et ça, ben ça le permet, la fameuse cohorte, là, ça le permet, ces discussions-là, puis s'enrichir, dans le fond. S'enrichir des bons coups, puis des façons que les autres travaillent, puis enrichir ça chez nous. On prend ce qui fait notre affaire aussi. On est libre là-dedans. Une suggestion peut-être aussi pour les cohortes, on parle de distance de déplacement, tout ça. Je ne sais pas si ça pourrait être une bonne idée que, mettons, on va visiter une ferme dans le coin de Beurré. Bon, ben, est-ce qu'il y a une façon d'afficher qu'il y a ça? Oui, on est la gang de la cohorte, que nous, on a notre message à chaque fois, puis on va se déplacer sur plus grand. Sauf que si à chaque fois qu'il y a une activité, c'est publié sur Facebook, peu importe quoi, puis là, un producteur qui n'est pas dans aucune cohorte dirait, crime, c'est 3 fermes à côté de chez nous, je vais prendre ma journée, je vais y aller. Parce que, corrigez-moi si je me trompe, mais ça n'a pas nécessairement d'impact sur le budget de la journée. D'avoir... J'en prends note, Francis. C'est bon. Mais l'affaire au départ, il faut que tu dises, c'est que comme quand on a écrit les premières demandes de financement, on ne le savait pas comment ça allait pogner. Puis moi, j'avais une crainte, c'était, admettons, d'avoir 30 personnes, puis les 6 mêmes qui parlent tout le temps. Puis là, finalement, j'ai des cohortes de 8 puis de 6, fait que ça arrive moins. Mais il y en a quand même qui parlent beaucoup, mais ça permet même aux plus gênés de jaser. Fait que il faudrait pas qu'on se ramasse 60 dans de la discussion. Mais à être 5, on pourrait être 12 puis 15 puis 18. Je pense qu'en effet, ça pourrait s'ouvrir sans un rattachement, sans le 500$ après pour faire les modifications. Juste d'être au courant, je pense que ça va être dans l'amélioration continue. Moi, en tout cas, je vais tenir les gens plus au courant, puis plus qu'on a d'expérience, mieux c'est. Parce qu'une de mes craintes en créant ces groupes-là, c'était, admettons, que c'est juste des nouveaux à l'agriculture régénératrice, 5, 10, 12 vaches, puis ils se ramassent tous ensemble, puis là, j'ai juste ces gens-là, mettons, puis là, ils n'ont personne qui a d'expérience trop, que j'avais peur de ça. Quand finalement, je pense que c'est une question de personnalité. Les gens qui s'intéressent à faire du co-développement, même si ça fait pas si longtemps que ça qu'ils font ça, ils ont essayé bien des affaires, ils en connaissent beaucoup. Je regarde, Stéphane, ça fait pas si longtemps que ça que tu fais des pâturages intensifs, puis tu as impressionné beaucoup de gens aujourd'hui. Fait que ça change rien, la quantité ou le nombre de temps que ça fait que tu fais des pâturages intensifs. C'est ta disponibilité à partager tes erreurs. Moi, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup ça. Ce que je vais rechercher plus tard là, dans mes participants de cohorte, es-tu capable de me dire c'est quand tu t'es planté? Oui? Parfait. Es-tu capable d'accepter la critique? Parce qu'on est doux là, dans nos critiques quand même. Là, on est toujours comme « Ah, je pense que tu n'as pas laissé assez de résidus ici. » Puis je m'attendrais à ce que le producteur se fasse comme « Ah, c'est vrai, là, mais là, la prochaine fois, je vais m'en reprendre. » Puis des fois, on reçoit un « Ben non, là, justement... c'est des vaches laitières, moi, il faut que ça soit bien rasé, admettons. Là, fait que ça va être mes critères pour les prochaines fois. Là. Merci, Francis, pour la proposition. Il y a une question, J'ai une petite question pour Mme Gosselin. Moi aussi, je suis très gêné. Je ne pose pas trop de questions par jour. Mais Mme Gosselin, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, elle m'a fait un peu sourire. Vous avez dit j'ai mes gars de bœuf qui venaient des fois, des gars de lait qui venaient d'autres fois. C'est pas une question vraiment sérieuse, mais avec quelle gang vous avez eu plus de fun? Les deux. Le mélange des deux. Le mélange des deux. Le mélange. Non, mais c'est vrai, sincèrement, j'ai trouvé. Ils se sont découverts. Tu sais, les producteurs de bœuf ont comme jasé avec des producteurs de lait, ce qui n'arrive pas souvent, puis vice-versa. Puis j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'ouverture, puis d'intéressement un à l'autre, puis de respect aussi. Tu sais, en se disant, bon, ben comme ça, c'est un gars de lait, c'est sûr qu'il y a des affaires qu'il fait différemment, mais, ouais, tu sais, il va chercher quelque chose pareil, puis l'inverse aussi. Non, c'est égal. Finalement, ma question n'était pas sérieuse, mais la réponse était très sérieuse. Très bien. Non, question un peu plus sérieuse. Écoutez, ça me rappelle des bons souvenirs. Le producteur au bout, je ne me rappelle pas votre nom, je m'excuse, que vous avez parlé de rencontres de cuisine, ces choses-là. On en a fait quand on était jeune, puis ça finissait toujours avec des ailes de poulet. On était capable d'en manger en tabarnak quand on était jeune, plus une petite bière, puis on discutait de même. C'était extraordinaire. Mais ça me vient aussi au point d'une question plus sérieuse maintenant.
Concernant les... Donc, dans le fond, l'idée, c'est qu'on échangeait, un paquet de producteurs, on échangeait de toutes sortes de choses, sérieuses et moins sérieuses. Mais ce matin, on a parlé des gaz à effet de serre. On a parlé peut-être d'introduire des légumineuses un peu plus dans nos pâturages. À travers tous les producteurs que vous avez visités, est-ce qu'il y en a qui ont des « Wow, tu dis, il y a donc bien de la légumineuse ici. » Puis si oui, c'est quoi son secret? Qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas s'il y a quelque chose... Parce que j'ai des questions à ce niveau-là, moi, puis je ne sais pas quoi répondre. Tu sais, ça fait que j'ai pas... Donc, votre expérience à ce niveau-là, s'il vous plaît. C'est parce que vous n'aurez pas une réponse, là. Il n'y a pas une recette pour faire ça, là. Non, mais au moins, si on en a une, on peut partir sur cette recette-là puis commencer. Parce qu'entre autres, j'ai vu pas du semi-direct, mais du semi à la volée dans des champs qui avaient été traités avec des Roundup au préalable. C'était extraordinaire cette année. Mais lorsqu'on arrive au niveau des pâturages, on a une problématique là, qu'on a nettement plus épais de Quen. En tout cas, à travers vos pâturages, ou vos producteurs, excusez, est-ce qu'il y a des pâturages qui, se sont démarqués terriblement en termes de proportion de légumineuses? Donc, c'est un peu le sens de ma question. Ça peut être non, la réponse. Hein? Écoute, ça va me rassurer. Moi, la seule réponse que je peux vous donner, c'est que c'est la gestion de pâturage. On est plate, on a des réponses plates, là, mais c'est la gestion de pâturage qui va faire que l'espèce qui va être là, qui a été implantée, va s'implanter, premièrement, puis qui va rester. Fait que c'est vraiment la gestion que le producteur va en faire. Ça fait toute la différence. Puis la façon qu'il va le cultiver, là, mais j'ai pas d'autres, j'ai pas d'autres réponses. Moi, j'ai un champ en particulier qui n'est pas par ses proportions, mais par sa longévité. De voir de la luzerne après 5-6 ans d'implantation dans un pâturage, c'était particulier. C'était la luzerne à pâturage, développée par Agriculture Canada. C'est ça, 6 ans après l'implantation, où est-ce qu'on pouvait la trouver au printemps facilement. Puis le trèfle, autant blanc que rouge qui avait été implanté à l'implantation n'était plus là, évidemment. C'est un champ qui était très, très dense en graminées. C'est comme une super belle couverture de sol, mais avec une belle supplémentation. Fait en proportion, c'était pas impressionnant dans le sens où est-ce que j'étais pas à du 50-50, mais j'étais probablement à du 15 %. Puis c'est sûr que l'analyse de ça était intéressante. Puis surtout 6 ans après l'avoir planté. Là. Mais sinon, on a vu des très beaux champs. Mais en effet, amener des légumineuses dans des systèmes pour de la persistance, c'est pas si facile que ça. Merci. C'est toujours le contexte, je reviens encore avec ça, c'est la réalité. Moi, chez nous, je ne peux pas travailler avec n'importe quelle plante. Je suis limité à de l'alpis, la fétuque, puis du lotier. Et j'en mets à tous les ans pratiquement quand le printemps s'y prête, par vasage. Là. OK. Je me dis, avec ça, j'améliore tranquillement. Oui, j'ai de la perte, peut-être 40 30 de levée, mais la graine est là. L'année d'après, puis la vache va piler dessus, puis bon. Et là, je suis en train d'essayer d'y aller en semi-direct. La seule façon de travailler sur nos terres, nous autres, c'est d'y aller l'automne. L'an passé, on a implanté ce même type de mélange-là sur 2 hectares en semi-direct le 17 novembre. L'idée, c'était que la graine soit là. Printemps, l'eau vient, elle se retire, la graine sort. Je n'ai pas des résultats faramineux cette année, mais je me dis la graine est là, elle n'est pas partie au ciel, elle est encore là. Fait que je vois ça plus à long terme. L'autre aspect, c'est la fauche. Je me suis aperçu qu'en fauchant le long de mes brise-vents régulièrement là, pour entretenir, que j'avais un beau gazon qui repoussait. Ça fait que là, je suis rendu à dire peut-être qu'il faudrait que je sacrifie une parcelle une année, la faucher, puis peut-être que ça va revenir en belle herbe. Mais j'ai toujours la réalité que l'eau va m'emmener des mauvaises herbes, la lampourde et compagnie. Là, c'est la nature. Donc, il faut travailler avec la nature. Mais toujours d'améliorer mon herbe, ça, c'est mon rêve, là, d'arriver avec des plantes qui vont toffer. J'aurais une question. J'ai enseigné 25 ans à l'État d'Apocatière, puis là, vous avez quelque chose avec le PAD spécifique pour les pâturages. Est-ce que cette formule pourrait être appliquée pour d'autres sujets ou avoir plusieurs sujets à l'intérieur des cohortes? En fait, c'est pas spécifique au pâturage, parce que j'avais tiré la couverte un peu de mon bord dans ce temps-là. C'est vraiment sur de l'agro-environnement. Fait que dès que c'est des pratiques qui sont en lien avec les objectifs du PAD, fait que
En tout cas, il était présenté au début, là, mais dès qu'on parle d'agro-environnement, de biodiversité, gaz à effet de serre, qualité de l'eau, non, gaz à effet de serre, il est là par la matière organique, là, mais santé des sols, diminution de pesticides, si ça touche un de ces sujets-là, vous pouvez faire des cohortes là-dessus. Puis oui, ça peut toucher plusieurs sujets. Là. Nous, parce que ça a donné que les pâturages, on l'essayait parce qu'il n'était pas écrit pâturage dans les objectifs du PAD, là, puis que c'est pas toujours tout le monde qui pense au pâturage intensif comme étant une pratique agro-environnementale, mais le programme n'est vraiment pas spécifique au pâturage. Non. Il y a des cohortes. Au CETAM, on a, je sais pas, 4-5 sortes de cohortes, là. Il y en a une au pâturage, mais il y a plein d'autres sortes de cohortes dans d'autres sujets de culture, là. Je ne pourrais pas vous les nommer, c'est pas mon... Nous, on a une en maraîcher, je pense, en Estrie. Il y en a une diminution des pesticides dans le maraîcher. Parce qu'il y en a sur une maïs sans intrants ou des affaires de même. Il y en a une couple de différentes. Peut-être aussi, je voulais juste faire peut-être une petite parenthèse aussi. En Estrie, il y a eu le lancement des regroupements de fermes durables. Là. Donc, justement, ça accorde un peu dans qu'est-ce que monsieur disait tantôt, c'est que c'est pas juste un type de producteur il y a plein de choses au niveau environnemental à travailler. On parle des réductions de pesticides, santé des sols, qualité de l'eau, tout ça. Fait que, donc, c'est différents aspects que ce regroupement-là touche plusieurs producteurs. Là. Pas juste, antérieurement, il y avait des regroupements de semi-directs, tout ça. Puis là, ça s'élargit plus large. Là. Oui. Bonjour, Martin Campbell, enseignant au programme de boucherie du campus Brome-Missisquoi à Cowansville. Aussi producteur de viande de pâturage, autant dans le porc, dans le bœuf, dans le poulet et le dindon. Premièrement, je vais vous remercier. Je ne savais pas qu'une cohorte comme ça existait. Moi, j'espère aussi que ça va venir au monde dans notre région. Oh, il y en a dans votre région, Phil, il est en arrière, je sais qu'il y en a. Merci, on va réseauter. Je remercie aussi les conférenciers. Je vais vous conter un petit peu mon histoire. Là. En 2019, j'étais ici avec un groupe d'étudiants, avec aucune attente. Je ne connaissais pas trop c'était quoi l'élevage au pâturage, pour rencontrer M. Salatin et les autres conférenciers qui étaient ici. Peut-être que vous ne réalisez pas, je vais prendre un terme qu'on a entendu beaucoup dernièrement, mais je vais l'emmener un peu plus positivement. C'est contagieux, ce qui se passe ici. On a parlé de beaucoup de contagion, des choses contagieuses depuis les 2 dernières années, mais c'est très contagieux. Parce que on suscite des rêves, on donne des idées qui sont réalisables. Entrer en élevage au pâturage, ben c'est faisable, contrairement d'entrer dans un élevage de porc, de bœuf, peu importe, une production laitière. Dernièrement, je visitais un élève en entreprise. Et il me dit, après mon DEP de boucherie, ben je vais aller faire un DEP en production animale. Ah oui, je dis, pourquoi? Ben je veux faire comme vous. Fait que ça, je dis, ah ouais, je savais pas ça. Nous, c'est important, mes collègues et moi, de dire, on va aller voir dans le champ, c'est quoi un animal. Premièrement, aller dans une porcherie, aller dans un poulailler, c'est impossible. Ils ne nous laissent pas rentrer parce que tout est protégé, tout est hyper assaini. Aller au champ, ça, c'est possible. Fait qu'on emmène les élèves au champ. On a beaucoup de questions. Ça fait beaucoup de sens. Ensuite de ça, on visite des abattoirs. Et quand on arrive sur nos tables, ben, on montre qu'est-ce que c'est de récupérer le maximum d'une bête et de valoriser le maximum d'une bête. Vous produisez des viandes d'exception, puis ça prend aussi des bouchers d'exception pour transformer ça, ces viandes-là. Là, j'entendais tantôt, ben, c'est bien beau, on produit de la viande, mais il faut la vendre, cette viande-là, ensuite de ça. Bien, ça prend aussi de l'éducation envers le consommateur, parce que la viande que vous produisez, c'est vrai, vous n'aurez jamais le même persillé que vous avez dans une viande produite industriellement, quand on parle de bœuf. C'est des viandes qui sont différentes, puis ils demandent d'être cuisinées différemment, être assaisonnées différemment. Puis ça, il faut renseigner nos clients, parce que sinon, s'ils cuisent ça de la même façon, le fameux rib steak ou T-bone, qui est persillé de gras, qui mettent sur un barbecue à 600 degrés, si on fait ça avec nos viandes de pâturage, ça ne le fait pas, c'est pas bon. Fait que c'est toutes ces petites choses-là qu'il faut emmener, puis je suis très content d'être ici aujourd'hui, et puis
je voulais vous parler aussi, vous avez parlé de beaucoup de pâturage, puis on a parlé peu de la viande. C'est sûr que nous, ce qui nous touche, c'est ça. J'étais content de voir des élèves qui se sont levés, qui sont venus poser des questions sur qu'est-ce que ça fait comme différence dans la viande. Bien, je vais vous en parler un peu. On parle de différentes textures, différents goûts, on parle de différentes cuissons. Et moi, dans l'exercice, dans la vente de mes viandes, ce que je commence à voir, c'est des gens qui viennent s'approvisionner chez nous parce que ça règle des problèmes de santé. Là où on est en ce moment, c'est qu'on n'a rien de scientifique pour venir prouver une viande industrielle puis une viande de pâturage, c'est quoi la différence? Fait que je lance la question, c'est quelqu'un qui peut nous donner une étude scientifique pour voir qu'est-ce qu'il y a de différent dans cette viande-là. Si on a de quoi pour nous backer, bien, déjà là, ça va être quelque chose. J'aime beaucoup conter l'anecdote. Il y a 2 ans, je fréquente un thérapeute. Et puis, il me dit, moi, je suis bœuf haché, je mange plus ça, je suis plus capable. Puis, il dit, dès que je mange du bœuf haché, j'ai des brûlements à l'estomac. Fait que là, j'ai dit, ben ça dépend peut-être de la combinaison alimentaire que tu as. Tu sais, si tu manges un gros hamburger, puis le pain avec le... Non, il dit, c'est pas ça, peu importe la façon que je le mange, ça fonctionne pas. Fait que j'ai dit, je vais revenir te voir. Fait que le lendemain, j'apporte 2 paquets de bœuf haché, j'ai dit, je te le donne, j'aimerais ça que tu l'essayes. 2 semaines plus tard, je le revois. Il dit, je l'ai testé, ta viande hachée. J'en ai mangé le soir. J'en ai mangé pour déjeuner, puis j'en ai mangé pour dîner. Puis il dit, je sais pas si c'est un hasard, ça a bien passé. Ce matin, on a parlé de qu'est-ce que les animaux mangeaient, puis peut-être qu'ils pouvaient devenir intolérants chez l'humain. Mais ce qu'on parle pas, c'est de la façon que la viande est transformée en usine, qu'on retrouve dans nos chaînes de magasins. C'est plus comme c'était il y a 15-20 ans. Il y a eu beaucoup de changements, puis ça, je pense que ces changements-là commencent à se faire ressentir dans le corps des gens. Puis c'est là-dessus que je vous dis, ça prend une étude scientifique pour amener ça, pour se faire backer là-dessus. Fait que je veux vous remercier encore. Si je peux faire du pouce là, sur ce que vous êtes en train de dire, excusez, je ne voulais pas vous couper du tout. Là, c'est juste que j'aimais mieux que vous restiez là avant de... Il y a vraiment beaucoup de facteurs qui vont être à considérer dans tout ça. Depuis quelques années, le domaine laitier, ils ont changé leur façon de produire. Donc, ce que ça fait, c'est qu'ils vont garder les animaux laitiers, les vaches laitières en lactation 3-4 ans. Ça va être la moyenne. Ça leur fait un très, très, très gros volume de bœuf haché, de viande dans le marché. C'est sûr que c'est pas la même viande. Tu sais, quand on parle... quand on parle de viande achetée à l'épicerie, il ne faut pas se dire que c'est la réforme d'une vache à bœuf. Okay? C'est pas ça qu'on a là la majeure partie du temps. Fait il y a plein de choses comme ça qui sont méconnues, qui vont être à analyser. Pourquoi une fois un bœuf haché d'épicerie va donner une réaction, une autre fois n'en donnera pas? Nous autres, ce qui nous a allumé une cloche un moment donné, c'est que mon petit gars faisait des réactions au bœuf haché acheté à l'épicerie. Une fois de temps en temps, je ne sais pas trop pourquoi. On a découvert après X années, il a fait une pneumonie, comme bien des enfants. Il se fait donner un antibiotique à base de pénicilline. On découvre à ce moment-là qu'il est allergique à pénicilline. Moi qui est nouveau producteur, parle avec des producteurs comme ça pour le fun, tout ça. Tu sais, vous avez sûrement déjà tous parlé avec un producteur qui a dit « Ah, avait une vache, elle filait pas trop bien, là. Je l'ai piqué 2-3 fois, ça ne marchait pas, je l'ai envoyé à l'encan. » Tu as un retrait pour la viande, pour la pénicilline. Qui fait le suivi là-dessus? Y a-tu des suivis de fait là-dessus? C'est la conscience du producteur. Fait que, tu sais, ça va être dur de prouver, hors de tout doute, que en allant faire, mettons, un spot check à l'épicerie, parce qu'on peut tomber sur de la viande qui est d'hyper bonne qualité, comme on peut tomber sur quelque chose que tu as un producteur qui n'avait pas une bonne conscience, qu'il a piqué sa vache une couple de fois pénicilline, elle se ramasse à l'encan. Puis rendu à l'encan de réforme, c'est envoyer à la boucherie. C'est pas « on va l'amener en transition à quelque part pour lui donner un petit break avant d'aller à la boucherie. » Fait que tu sais, puis je suis d'accord avec vous, là, c'est vraiment ça qu'il faudrait réussir à prouver, à étudier, un peu le circuit que ça fait. Puis c'est vrai que nos viandes de pâturage, ils n'ont pas toutes ces... Soit dans la façon de les nourrir, soit dans la façon que les animaux vont être plus en santé dehors, carrément. Fait que c'est ça. Puis une autre chose par rapport à l'école de boucherie, comme je vous disais tantôt, nous autres, toute notre mise en marché est faite à la ferme. Ben nous autres, notre prochaine étape, ça va être de faire notre boucherie, ben chez nous, on n'aura pas le choix. Le pire coût pour la vente à la ferme,
c'est l'abattage boucherie. L'abattage, pas de problème, on va aller dans un abattoir certifié, mais la boucherie, les coûts ont explosé. Ça arrive des fois, comme un exemple, un porc, un porc que je vais vendre, le boucher va faire plus d'argent que moi avec le porc, là, puis d'aplomb. Fait que, chapeau ceux qui décident de commencer par un cours de boucherie avant d'aller faire un cours en... Ben écoute, si tu veux faire ta mise en marché, va faire un cours de boucherie, c'est sûr, ça va te servir. Même si ça te le tente pas, mais que tu aies vu comment ça te coûte, tu vas te renligner là-dedans pour sauver des vies. Il y a une alliance à faire avec les boucheries, par exemple. Moi, mon métier, j'aime faire la production. La vente, ça m'allume un peu moins. C'est mon garçon plus qui travaille là-dessus, mais je suis pas pire là-dedans aussi, mais moi, c'est la production. Puis là, transformer tout ça, non. Moi, je le vois plutôt dire, ben écoute, on fait un produit de haut de gamme, là, la plupart. Puis le boucher, là, c'est sans coquiner, puis travailler avec ces gens-là, parce que les autres, c'est leur métier. Puis ils peuvent vraiment avoir la différence, puis ils peuvent le vendre aux clients. Alors, il y a un lien, là. Nos fermes, on est capable de produire en masse, là, sans être trop gros, là, comme de raison, mais ça prend le boucher. Une question? Ce matin, j'ai eu un petit... Mon père m'a piqué en me disant que c'était une belle journée pour travailler parce que là, il annonce bien de la pluie puis que c'était dommage que je vienne prendre la journée aujourd'hui, mais je suis extrêmement contente d'être ici. J'ai pas tant de route à faire, là, mais en tout cas, tout le monde, ça vous trotte dans la tête, mais je le tiens parce que, monsieur, vous êtes venu au micro, là, mais j'ai participé à beaucoup de journées. Là, ça fait 20 ans que je suis productrice agricole, là, mais de voir une belle gang qui arrive avec leur petite cravate puis que tu leur demandes qu'est-ce qu'ils font ici, puis là, qu'ils disent qu'ils étudient la boucherie, puis qu'ils viennent à une journée ici, moi, je trouve qu'il se passe quelque chose de fabuleux, en tout cas. Puis si vous cherchez une ferme à visiter, même je fais pas de vente à la ferme, mais il y a du crime de bon steak que je fais chez nous, fait que vous viendrez. Mais wow, bravo, là! Mais c'est un modèle, je pense, à prendre, puis à inviter. Il y a une école aussi de boucherie à Sherbrooke, mais wow! En tout cas, moi, je trouve ça fabuleux, fait que bravo! J'ai un message, une question. Je vous dirai le contexte tantôt. Je l'ai envoyé à Marie-Ange. Hier, j'apprenais de ma collègue au fédéral qu'il y avait un nouveau programme sur de la certification. Fait que la question, s'il y en a parmi vous qui sont intéressés à faire certifier ce qu'ils produisent, ça visait beaucoup la vente directement aux consommateurs. Fait qu'il y a un programme au fédéral là, que je connais pas, je l'ai reçu hier en diagonale, puis je l'ai transmis hier en fin de journée à Marie-Ange. Fait que puis je me suis engagé envers ma collègue à Agriculture Canada d'en parler un peu ce matin, aujourd'hui. Fait que si parmi vous avez des gens qui sont intéressés à certifier ce qu'ils produisent, par exemple une viande au pâturage ou d'une certaine région ou whatever, j'ai transmis là, les coordonnées, les informations sur ce programme-là à Marie-Ange. Puis ma collègue me disait aussi que c'est uniquement les 200 premières entreprises qui vont postuler ou qui vont demander. Puis c'est assez facile, je pense, là, de dire que vous êtes intéressé, puis c'est eux qui vont vous contacter. Fait que je voulais faire le message et ma collègue a trouvé, oui, c'est un bon moment pour en faire part. Fait que là, j'ai pris l'initiative, Marie-Ange, puis tu vas avoir peut-être quelques demandes. Oui, une autre intervention. Je trouve que l'idée à Sylviane est vraiment très, très bien, en quelque part, lorsque les bouchers sont rendus ici, de le souligner. Je suis le comité organisateur de la journée d'élevage au pâturage, puis M. Campbell, vous allez être invité l'année prochaine. En tout cas, je vais forcer vraiment pour qu'on vous place sur le panel ou sur une conférence. Je pense que c'est vraiment intéressant, puis drôlement important aussi, lorsqu'on a un beau produit qui est élevé, d'être capable d'avoir un boucher à côté de notre ferme pour être capable de valoriser ce produit-là. Donc, c'est quelque chose de vraiment important. Dernier commentaire là-dessus, c'est qu'aux journées de pâturage, si vous regardez sur Internet, lors de la première journée, il y avait une conférence qui avait été donnée sur les qualités un peu d'un bœuf qui est élevé sur l'herbe par rapport
oméga 3, oméga 6. Donc, ça avait été fait. C'était ma fille qui avait présenté cette recherche-là. Puis également, il faut regarder Robert Bertillon, il a également publié des données à ce niveau-là. C'est drôle des fois comment les choses arrivent. Ici, en 2019, j'ai rencontré Mme Lynn Bourassa, qui est chef vétérinaire au MAPAC. Je ne me souviens pas exactement du titre, là. Et puis, de fil en aiguille, il y a environ 1 an, j'ai Mme Bourassa qui communique avec moi pour me demander si je connaissais quelqu'un qui pouvait donner des idées pour un plan d'aménagement de boucherie et de mise en marché. Fait que, je dis, je suis dans le domaine depuis plus de 35 ans, j'ai aménagé quelques locales, j'ai visité beaucoup de locaux, et puis, peut-être que je peux aider. Fait que, de fil en aiguille, je communique avec le monsieur qui est de votre région ici. Et puis, je me retrouve chez le monsieur en train de dessiner des plans d'aménagement pour la boucherie, puis de faire un plan de mise en marché aussi. C'est un producteur de bœuf. Et puis, là, il me dit, j'ai un programme de subvention, mais il dit, faut être membre du réseau Agri-Conseil. Fait que là, il me réfère à Mme Pauline Sanson. Et puis, je voulais vous dire que je suis maintenant conseiller pour le groupe Réseau Agri-Conseil au niveau de valorisation de produits et mise en marché. Un bon ami à avoir. Hey, juste des bonnes nouvelles aujourd'hui. C'est ça le réseautage aussi, là. Que ça permet de communiquer, puis de s'échanger, là, puis d'être mis au courant. Hein? Faire des nouveaux amis. Ah ouais. Je sais pas, Marie-Ange, si il reste du temps pour les 20 minutes? Avez-vous des choses à dire pour 20 minutes? Il me reste 3 jokes, si vous voulez. T'avais d'autres questions, ça? Dans le fond aussi, on a parlé des espèces, tout ça, puis je voulais entendre peut-être les 2 autres producteurs un peu dans vos pâturages, un peu, c'est quoi que vous avez comme mélange là, en général, ou de la gérégie que vous en faites, là? Encore là, je vais mettre mon orgueil de côté. Nous autres, quand on a commencé, on avait une espèce d'idéal de dire justement, on ne mettra pas aucun produit chimique, aucun produit de synthèse, pas de Roundup, pas rien. On avait jusqu'à très dernièrement encore la mentalité de « Ah, ça va s'améliorer tout seul, ça va bien aller ». Donc, nous, dans notre cas, on a une très, très grande superficie en location pour ce qu'on a d'animaux, mais c'est des champs qui ne produisent pas. On commence à les remettre en shape tranquillement. Le bale grazing donne quand même des beaux résultats. On prend un foin qui est mature, qui est en graines. Fait que ça réussit à réimplanter quand même un peu. Mais on débute là, à faire les parcelles. Là. Fait qu'on va mettre un mille, trèfle, brome. On est en train d'implanter un petit morceau de lotier pur à 100% chez nous, sur la terre qu'on possède, qui va servir à laisser devenir à l'état mature. Une fois par année, ce qui est prévu, c'est quelques fois par année à l'automne, c'est de lâcher les animaux là-dedans, juste le temps de manger, pour qu'ils puissent se remplir de semences, puis les ressortir de là après qu'ils aient mangé, pour qu'ils puissent aller répandre des bousses de semences un peu partout sur notre terrain. Parce que le terrain qu'on possède, lui, est 100% en pâturage. On va faire nos récoltes de foin sur les autres terres en location qui sont plus loin. Tu feras un projet là-dessus. Non, mais je vais juste donner le crédit parce que c'était l'idée à Paul Villeneuve. Là, fait que, je veux pas qu'on ait l'air trop intelligent, mais c'est l'idée à Paul. Fait que si ça marche pas, c'est de sa faute. Mais oui, on va. En fait, tu disais on va faire un projet là-dessus, mais ça fait déjà partie d'un projet. On s'en parle. La prochaine fois, vous m'inviterez. Parce qu'il faut valider si ça. Il met des efforts là-dedans. Moi, je trouve ça intéressant, des bonnes idées, puis les valider après ça avec une espèce de démarche scientifique. Oui. Moi, je suis pas une grande connaissante des plantes. Là. Je connais pas vraiment ça. Ce serait peut-être un autre cohorte que je devrais participer. Là. Quand même, moi, tu me parleras de toutes les plantes du monde, j'ai aucune idée de ce que j'ai chez nous, puis je sais qu'il faudrait que ça change. Là. Je suis encore dans l'apprentissage, tu sais.
On fait pas nécessairement le bale grazing chez nous. Dans le fond, ça ressemble quand même. On soigne, dans le fond, toujours en automne dans nos pâturages, dans des mangeoires. Et on laisse la balle dedans, puis des fois, on en défait chaque côté pour que les veaux puissent manger. On change notre mangeoire de place à tous les jours facilement, si c'est pas 2 fois par jour, tout dépendamment là, quand est-ce que s'ils ont beaucoup faim ou non. Fait que c'est ça, on essaye de réimplanter un peu comme ça. Puis suite à ça, le printemps d'après, on passe la herse par-dessus ça pour essayer de défaire un peu les trous que ça fait. Puis des fois, on va mettre des restants de semences là-dedans, mais c'est ça. Je sais qu'on a déjà mis du Québec 23, là, mais ce qu'il y a dedans, c'est ça. Je sais pas. Plein de choses. C'est ça. Moi, j'aurais une question. Aux producteurs ou aux intervenants aussi, si vous avez d'autres réponses. Est-ce qu'il y a une génétique que vous avez favorisée ou est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez changé dans la génétique de vos animaux que vous élevez au pâturage? Bien, moi, chez nous, c'est particulier. Là, les animaux que j'ai sont à force. C'est de l'élevage à forfait que je fais sur 120, 130 jours. On veut s'en aller sur notre troupeau éventuellement. Puis j'élève un peu de veaux laitiers que mon voisin me donne charitablement là, parce qu'ils ne valent rien là, des fois dans l'année. Fait que c'est là. Mais ce que j'en comprends pour la génétique, puis avoir suivi quelques conférences, notamment de Jocelyn, là, avoir des vaches qui ne sont pas trop hautes. Puis qui, comme Jocelyne disait des fois, tant tes accroches, il faut qu'il y ait de la viande. Alors, des bêtes qui grossissent. Puis là, il y a toute la question de couleur, là, à l'été, la canicule, tout ça. Bon, on a beau faire des îlots de fraîcheur, mais avant que les arbres soient gros comme la colonne à côté de vous, mais ça prend du temps. Fait que là, mais éventuellement, ça va être comme ça là, qu'on va essayer d'aller dans des troupeaux puis choisir nos animaux en fonction de ça. Okay. Trop gentil. Nous autres, quand on a commencé, on avait commencé avec quelques animaux, c'était croisé. On est allé un petit peu avec des opportunités qui nous étaient offertes. On n'a pas choisi. Fait que, j'ai commencé avec un taureau qui était un mix de Hereford Galloway. Fait que pour ceux qui connaissent le Galloway, qui est comme un Highland un peu, c'est pas des gros animaux, ça n'a pas de rendement tant que ça. Fait qu'on a switché pour un taureau Angus. On s'en est débarrassé l'année dernière. Là, je devrais retomber avec un cimental qui est croisé, là, qui est j'avais racheté une tare de remplacement, puis elle avait vraiment donné un hyper de bon veau. Le taureau est un cimental. Fait que lui, il va être notre taureau pour l'année prochaine. Sinon, les vaches aussi, là, on a un peu de tout. Là. On a du Hereford, cimental, Angus. C'est pas mal ça. Mais on s'enligne vraiment pas dans la génétique précise. Là, on veut garder un croisement et de la couleur dans le topo. Là. Francis, est-ce que tu vois une différence entre dans les comportements de ton troupeau là, face aux chaleurs, face même au froid, à la limite? Puis est-ce que tu as des petites préférences, mettons, de couleur? C'est sûr que côté tempérament, j'ai pas de problème avec aucune race. On va tous s'entendre, tout le monde, qu'une Angus au vêlage, tu vas le savoir assez vite la première année, c'est quoi son tempérament. Mais ça peut être, celle que j'ai, il n'y a pas de problème. J'ai des cimentales, même chose, qu'il y en a une que j'ai adorablement baptisée Miss Sourire. On est chanceux, elle a un découpage de motifs dans le visage qu'on reconnaît, qui n'est pas le même que les autres, pas du tout. Parce qu'il faut la voir venir de loin, parce que... Mais encore là, tu sais, c'est la plus maternelle de la gang. Moi, je me dis, tant qu'elle va me faire un veau puis qu'elle va s'en occuper, je peux dealer avec une vache qui a un moins bon tempérament dans le troupeau parce que j'en ai pas deux à checker en même temps. Toutes les autres, j'ai pas... Mais créez-moi le jour où ce que son veau, elle s'en occupe pas, on va régler ça en steak haché. Sinon, pour la chaleur, j'ai pas nécessairement de problème avec aucune des races. C'est sûr que mes croisés en hiver, là, on finit de les réformer. Là. Mais ça marche pas. Nous, l'hiver, c'est un enclos d'hivernage, donc ça prend des animaux résistants. Ce que j'adorais de la Galloway, qui était une petite vache qui accouchait
janvier, 2 pieds de neige, du vent, peu importe, c'est sûr que le veau est correct. Là. Puis tu fais rien. Tu n'as rien à t'occuper. Fait que c'est un peu là que dans ce temps-là, l'idéal qu'on avait, c'était de dire oui, j'ai moins de rendement, mais je chauffe tous mes veaux. Fait que encore là, on dit souvent, chacun a sa réalité. Nous autres, tout est à l'extérieur. Fait que tant qu'on n'aura pas replacé nos saisons de veillage pour éviter les pires moments, dans notre cas, qui sont février, mars, avril, puis même à la limite début mai, là, parce que c'est trempe, c'est mou. C'est ça. Nous, chez nous, on a quand même beaucoup de croisés aussi qu'on essaie d'éliminer, dans le fond, nos vieilles vaches, parce qu'ils sont rendus vieilles. Là. Et on rachète beaucoup des taures cimentales, puis notre taureau, il est charolais. Donc, nous, c'est croisé charolais cimental. On aime beaucoup notre charolais. Moi, j'adore ça, le croisé que ça fait les deux ensemble. C'est juste qu'il faut choisir le taureau parce que ça peut aller super gros puis avoir beaucoup de difficultés justement au champ, puis qu'il va être pas au champ, mais chez nous, il va aller au champ toujours. Il ne rentre jamais vraiment dans les tables, à part si on le sait qu'il y en a une qui va aller se foutre dans le fin fond du bois puis qu'on ne retrouvera pas le beau avant bien des jours. Là. Et alors, on va la rentrer dans les tables, mais sinon, ça va être de l'or aussi. Puis les trois, est-ce que vous faites des veillages regroupés? Bien là, vous, je sais bien que c'est du forfait, mais Francis et Marisol, est-ce que c'est des veillages regroupés ou vous les étalez? Ou... dans le fond, nous, c'est étalé, mais pas tant étalé. On a comme un mini-groupe, parce qu'on s'entend qu'on a comme juste 30 vaches. Là. On a à peu près 10 vaches qui veillent au mois de décembre, janvier. Ça, c'est dans le fond, une batch de taureaux qu'on avait acheté qui veille à ce temps-là. Puis on aime bien ça quand même parce que c'est froid, mais c'est pas gelé non plus. La maladie se propage pas trop. Sinon, notre autre batch de vaches veille au mois de... mettons, à partir du 15 avril jusqu'à maximum début juin à peu près. Il y en a quelques retardatives, c'est normal. Là. Mais parce que nous, on a un temps du sucre chez nous. Fait que on veut pas que ça vaille durant ce temps-là parce qu'on avait vraiment beaucoup de pertes parce que notre temps n'était pas dans la ferme, mais était plus dans l'érablière. Mais vous autres, vous avez 2 groupes au pâturage? Non, ils sont tous ensemble. On ramène tout le monde ensemble pour pâture? Ils sont toujours tous ensemble quand même. Puis le taureau, comme toujours avec, on l'enlève, mettons, au mois de mai à peu près. Au mois de mai, puis on le ramène à peu près le 15 de juillet, dedans. Sinon, autrement, il est toujours avec les vaches. Chez vous, Francis? Nous autres, c'est pas des veillages regroupés, là, c'est vraiment à l'année, mais comme je disais, mes 3 mois critiques, là, on va se mettre à gérer le taureau pour le retirer pour plus en avoir là, parce que c'était quand même problématique. Puis vous autres aussi, c'est un troupeau qu'on fait pâturer tout le monde ensemble? Ça va arriver qu'on le divise en 2. Quand j'écoutais d'autres conférenciers tantôt aussi, tu sais, les animaux, de ce que je comprenais, là, peut-être que je l'ai mal compris, mais la majeure partie vont se déplacer parce que c'est des terres voisines, tout ça. Nous autres, ça l'embarque d'un trailer pour s'en aller d'un package en saison d'été. Ils vont venir finir la saison chez nous. Fait que là, à ce moment-là, c'est pour ça là, que la gestion d'avoir un pâturage en backup, ça peut pas être un backup de t'embarques dans le trailer puis on change de place. Vous comprenez tout un peu la dynamique. Là, là je vais être dû pour les ramener chez nous prochainement, sûrement la semaine prochaine. C'est jamais le bout de le fun là, qu'on se dit « OK, on va toutes les pogner ». Puis là, tu as eu des veaux qui sont pas trop vieux, qui comprennent pas la game de rentrer dans le corail au milieu du package. C'est beaucoup d'éducation. On commence tranquillement à lui mettre du foin dans le corail pour qu'il rentre là. Mais on le sait qu'on va courir des veaux à grandeur du champ pour finir de compléter le ramassage des animaux. Là. Fait que ça va arriver qu'on va avoir des groupes de taures, mettons, qui s'en vont dans un autre pâturage en été pour la saison, sur un 25 acres, mettons. OK. Il resterait une question? C'était un peu pour aider à la réponse que Cindy voulait au début. Moi, ce que j'ai pour m'en dire, c'est que la réponse a été donnée un petit peu dans une autre conférence au début. C'est l'observation, c'est la clé. Fait que si tu veux que tes animaux performent dans tes conditions, ben tu les sélectionnes puis tu les observes. Parce que les animaux qui vont performer bien chez le voisin ou d'une autre région, qui vont être à ton œil les meilleurs, les plus beaux, vont pas nécessairement faire la même chose chez vous. Donc, la meilleure clé de sélection, c'est vraiment l'observation avec tes conditions à toi puis le type de production que tu recherches, que ce soit au pâturage ou parce que il y a certaines génétiques qui vont grossir mieux avec du grain, d'autres ils vont mieux valoriser les fourrages. C'est juste ça.
Parfait, merci beaucoup. Si je peux, c'est un tabarouette de bons points. Là. Il y avait la question tantôt, quelle race qu'on aimait. Nous autres, on a fait la gaffe une fois d'aller acheter un petit troupeau de 5-6 vaches qui étaient des vaches attachées, puis qui allaient attachées dans l'étable depuis 4-5 ans. Ça allait donc bien. Hein? Ils gardaient le veau à chaque année. Ils ont perdu cet instinct-là de s'occuper de leur veau. J'ai eu des gros problèmes, soit des vaches qui s'en foutent carrément du veau. Ça, c'est tel que tel, on peut un petit peu les enligner. Les pires que j'ai eues, c'est celles qui étaient donc contentes d'être détachées pour veiller, puis qui n'avaient jamais eu la chance d'aller se coller sur le veau. Ils se couchaient dessus pendant la nuit. Ça a été la pire affaire. Fait que si vous avez une mentalité de pâturage puis de veillage extérieur, on le voit souvent quand même sur des groupes, et il y en a qui vont la poser la question. C'est-tu des vaches qui veillent attachées ou qui veillent lousses? C'est excessivement important. Là, parce que ça aurait beau être la meilleure vache du monde, elle l'aimait tellement qu'elle se couchait dessus. Mais merci beaucoup de votre participation en tant que panéliste. Ça apprécié. Ça mérite, oui, une main d'applaudissement. Là-dessus, je vais laisser la parole à Marie-Ange. Bien, merci beaucoup. Merci. Là, je vais essayer de ne pas me mélanger dans les noms. Merci, Roch. Merci, Michel. Merci, Sonia. Merci, Francis. Merci, Marie-Pierre. Merci, Maude. Merci, Marisol. Donc, c'était super intéressant. C'est ce qui conclut, en fait, cette 6e édition de la Journée des élevages au pâturage. Au nom du comité organisateur, je vous remercie vraiment d'avoir participé à la journée. On espère que vous avez apprécié. J'aimerais, en fait, qu'on donne une dernière main d'applaudissement, peut-être, à nos conférenciers et à nos panélistes de toute la journée.